Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés d'Omerta. Je suis très ravie de vous annoncer une très bonne nouvelle, la sortie de notre nouveau hors-série Ukraine, la guerre sans fin, disponible dans plus de 5000 kiosques partout en France et également sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci pour votre soutien, vous êtes là pour nous et vous pouvez compter sur nous. À vos kiosques. Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. La politique que mène actuellement Donald Trump face à l'Ukraine et face à Moscou, ou même avec Moscou, était prévisible. Elle a pourtant pris de court l'ensemble des dirigeants européens. Macron le premier. Des pourparlers pour la paix doivent avoir lieu ce mardi entre Américains et Ukrainiens en Arabie Saoudite, une rencontre que les Européens ne pourront visiblement que commenter. Alors pourquoi cette incapacité à suivre la marche du monde ? Eh bien pour en parler, je reçois Stanislas Tarnowski. Stanislas Tarnowski, bonsoir. Bonsoir Edouard Chano. Et merci d'avoir encore répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Omerta. Vous venez de publier le numéro La guerre sans fin. Nous allons revenir sur ce numéro. C'est un numéro d'ailleurs très critique de la politique des dirigeants européens. Alors, je saute immédiatement sur l'occasion. Dans ce numéro, Stanislas Tarnowski, vous écrivez, je vous cite, pour Kiev, il est à craindre que la seule différence entre la paix qui aurait pu être signée en 2022 et celle qui le sera peut-être en 2025 soit l'effroyable bilan humain et matériel. La partie semble jouer, à vous croire, pour Kiev et pour Zelensky. Est-ce à ce point tragique ? Écoutez, à part apparemment quelques dirigeants européens comme Emmanuel Macron, je pense que tous les observateurs sérieux savent que d'un point de vue militaire, l'Ukraine peut encore résister un certain temps, mais elle ne peut rien faire d'autre. Elle accumule les revers, le front est grignoté petit à petit par les Russes, non par incapacité militaire d'aller plus vite, mais parce qu'ils cherchent à économiser leurs hommes. Maintenant, sur le front diplomatique, la paix est sur la table. Elle est sur la table à des conditions qui seront évidemment favorables à Moscou, puisque les conditions de négociation partent toujours de la réalité du terrain, n'est-ce pas ? Et cette réalité du terrain est actuellement tout à fait favorable à Moscou. Donc non, on ne voit pas tellement ce qui pourrait renverser la donne. Alors, vous êtes dur à l'égard des Européens, disais-je. Je vais me jouer un peu l'avocat du diable, Stanislas Tarnowski. L'Union européenne a quand même dans la balance la possibilité de gagner un nouvel État membre. N'est-ce pas là un semblant de succès pour Bruxelles ? C'est un point de vue. C'est un point de vue. Ce serait une forme de victoire symbolique. Ceci dit, une victoire sur qui ? Puisque Vladimir Poutine a déjà concédé le fait que si elle le souhaitait, l'Ukraine pourrait rentrer dans l'Union européenne. Sa ligne rouge, c'est l'OTAN, c'est pas l'UE. Maintenant, du point de vue de l'Union européenne, quel serait le gain autre que symbolique d'un point de vue économique, notamment pour le secteur agricole, entre autres ? On sait que ce serait une catastrophe, en fait. Vous pensez aux agriculteurs français qui ont souvent protesté à l'égard des produits agricoles ukrainiens, semble-t-il ? Absolument. On se souvient des poulets ukrainiens, le blé, enfin voilà. Mais même pour un secteur, même pour d'autres secteurs, pour des secteurs industriels, il suffit de voir le salaire moyen en Ukraine. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est moins de 400 € par mois par rapport au salaire moyen au sein de l'UE. Et on se rend compte qu'il y a un énorme déséquilibre. Je ne parle même pas des fonds structurels qui devraient être engagés par l'Union européenne si l'Ukraine adhérait à l'UE pour reconstruire le pays et pour le faire rejoindre le niveau de vie moyen, les standards de l'Union européenne. Donc ce sera un gouffre financier absolument énorme et un choc économique considérable. Choc économique considérable. Alors Volodymyr Zelensky a déclaré le 4 mars regretter sa vive altercation avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Depuis 10 jours, évidemment, quoi que l'on dise, quoi que l'on observe, on revient toujours à cette altercation dans le bureau ovale. Zelensky a déclaré vouloir arranger les choses avec les États-Unis. Il a également proposé une trêve en mer et dans les airs et s'est dit déterminé à sceller l'accord sur les minerais ukrainiens réclamé par Donald Trump. Nous en avions parlé dans Choc du Monde. Trump a-t-il mis au pas le dirigeant ukrainien depuis donc, encore une fois, cette altercation le 28 février dernier ? Ça paraît évident. Si vous me permettez, je voudrais faire un tout petit flashback qui va être très rapide. Je voudrais évoquer le discours de J.D. Vance
qui lui aussi, d'une certaine manière, a remis au pas les dirigeants européens. On a retenu un discours sur les valeurs, sur la liberté d'expression, sur la démocratie, sur le danger de l'immigration. Il y avait quand même une phrase très importante qui était « il y a un nouveau shérif en ville ». Et maintenant, il va falloir suivre le modèle, la nouvelle politique, la nouvelle idéologie prônée par le suzerain américain. Ça a évidemment mal passé pour les dirigeants européens. Il en a été en fait un petit peu de même en ce qui concerne Volodymyr Zelensky dans cette fameuse altercation dans le bureau ovale. Je rappelle rapidement aussi que c'est une rencontre qui a duré environ 50 minutes. Sur les 50 minutes, il y en a 40 qui se sont passées de manière extrêmement courtoise. Le but du jeu pour Donald Trump était de montrer devant les caméras du monde entier Zelensky signant le fameux accord sur les minerais. Et ça a un petit peu dérapé sur la fin. Il semblerait quand même, à l'examen des images, que ce soit l'attitude de Zelensky qui ait suscité la colère, disons, de J.D. Vance et de Donald Trump. Vous retenez l'hypothèse de la colère en raison du nombre de menaces sur la possibilité que les États-Unis connaissent la Troisième Guerre mondiale sur leur sol. Voilà, alors il y a eu effectivement ça a été un gros déclencheur. Il a commencé à critiquer le soutien américain à l'Ukraine en disant que vraiment personne n'avait rien fait, que les pauvres Ukrainiens étaient tout seuls. Et c'est là où ça a commencé à déraper en fait, où Donald Trump l'a dit mais pas du tout, vous pouvez pas dire ça dans le bureau ovale, c'est très peu respectueux vis-à-vis du peuple américain, etc. Ensuite, il y a eu effectivement cette espèce de menace sur la Troisième Guerre mondiale. Il y a eu le juron que Zelensky a laissé échapper et qui en quelque sorte a mis fin à l'entretien. Voilà, il s'est fait sortir de la Maison Blanche par la porte de service. Il n'avait pas l'habitude d'être reconduit, il a plutôt l'habitude qu'on lui déroule le tapis rouge, donc il était un petit peu déstabilisé. Mais clairement, les Américains ont expliqué qu'ils allaient suspendre l'aide, qu'ils allaient suspendre leur aide en termes de renseignement militaire, ce qui a été effectif immédiatement. Les Anglais ont confirmé qu'ils avaient reçu interdiction de Washington de fournir du renseignement aux Ukrainiens. Et on a vu le résultat, je pense, de manière assez tangible dès le week-end dernier, avec plusieurs avancées sur le front, notamment dans le secteur de Koursk, enfin dans l'enclave encore tenue par les troupes ukrainiennes en territoire russe, et également dans le Donbass. Alors, il y a aussi le 6 mars, Politico indiquait que 4 membres de l'entourage de Donald Trump avaient rencontré des opposants à Zelensky. Alors rappelons que le président américain a depuis plusieurs semaines, donc comme vous le dites, estimé qu'il faudrait des élections à un moment ou à un autre en Ukraine. Il a même qualifié de Zelensky de dictateur sans élection. Là, on se retrouve vraiment face à la situation la plus dramatique possible pour Zelensky, à savoir ces jours semblent compter si d'un jour ou l'autre, si Trump décide de faire plus dur encore et clairement de le remplacer. Est-ce une hypothèse selon vous crédible ? Alors, il me semble que de toute façon, Zelensky est dans une situation pile je gagne, face tu perds. Enfin, en tout cas, il perd dans toutes les situations. Soit il essaye de se maintenir au pouvoir coûte que coûte et il va devoir assumer la défaite militaire, soit effectivement il accepte des élections et il a toutes les chances d'être battu et donc de devoir faire face également à toutes les accusations de corruption qui pèsent sur lui et sur son entourage. Il est clair par ailleurs que pour Donald Trump, il est important, d'une part en termes d'image, après tout on se bat pour la démocratie, Monsieur Zelensky n'a plus de poste officiel depuis mai dernier. Donc là, on s'approche d'une année, quasiment. Donc voilà, ça fait un peu tâche. Ça fait un peu tâche, merci. Et par ailleurs, il y a un vrai problème juridique qui est que si Zelensky signe des documents, un traité de paix, l'accord sur les minéraux ou quoi que ce soit, ces documents n'ont qu'une valeur légale puisqu'il n'est pas le représentant légal de son pays. En tout cas, c'est aussi un argument que l'on entend de Moscou. Est-ce que vous acceptez l'argument visant souvent Trump sur le fait que l'argumentaire de Washington désormais s'aligne de plus en plus sur Moscou ? Alors forcément, Donald Trump cherche à faire la paix
est prêt à faire un certain nombre de concessions, en tout cas sur le terrain ukrainien. On reviendra peut-être sur un contexte un petit peu plus large de ces négociations. Donc il va forcément y avoir des points de convergence. Quand on veut faire des négociations, on doit concéder des points à l'adversaire. Ça paraît logique. Bon, sur le point sur lequel vous rebondissiez, le problème juridique, c'est un problème juridique assez factuel en fait. Alors évidemment, Moscou en profite pour voilà, faire pression sur Zelensky sur son départ, puisque par ailleurs Zelensky est quand même voilà, il a été très jusqu'au-boutiste dans son refus jusqu'à présent, en tout cas dans son refus de négocier avec Moscou. Il avait même édicté, alors je ne sais plus exactement si c'est une loi ou un décret, mais déclarant hors la loi toute personne qui prendrait langue avec Moscou. Voilà, donc forcément, voilà, il va y avoir des points de convergence. Il est par ailleurs clair à mes yeux que Donald Trump et Vladimir Poutine ont également des points de convergence, je dirais, au-delà de leur possible sympathie personnelle. Peut-être d'un point de vue également un petit peu idéologique, ce sont des conservateurs. Enfin, ils considèrent que tout ce qui est wokisme, etc., c'est plus une plaie qu'autre chose. Donc oui, on peut tout à fait assumer, je pense que Trump le fait, d'avoir un discours qui n'est pas radicalement différent de celui de Moscou. Alors les Européens, eux, évidemment, veulent faire de la résistance, nous l'avons évoqué il y a quelques minutes, ne pas céder à Trump. Alors sans l'Europe, l'Amérique serait moins forte, moins sûre et moins prospère, a tempêté Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. Donald Tusk déclarait le 8 mars après des frappes russes en Ukraine, c'est ce qui arrive quand on apaise les barbares, plus de bombes, plus d'agressions, plus de victimes. Et évidemment, Emmanuel Macron, la Russie est devenue une menace pour la France et l'Europe. Il a donc regretté ça à la télévision le 6 mars. Il se refuse évidemment de rester spectateur, ce qui serait selon lui une folie. Le dirigeant français a ouvert la voie à un parapluie nucléaire étendu à l'Union européenne. La Pologne a jugé l'idée intéressante. La dissuasion nucléaire française doit-elle, selon vous, défendre l'Union européenne? Et puis j'ai quand même envie d'ajouter mon petit grain de sel à Stanislas Tarnowski. On a le sentiment que les dirigeants européens sont incapables de résoudre un problème sans en créer de nouveau. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais les reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique. Est-ce que les Européens peuvent encore jouer un rôle? J'ai presque envie de dire que la réponse est dans la question. Actuellement, ils ne sont pas à la table des négociations puisqu'ils sont au menu. Donald Trump a clairement exprimé le fait que ce serait à eux de reconstruire, de payer pour la reconstruction de l'Ukraine, de payer pour une juste part dans l'OTAN. Ça, c'est une de ces vieilles marottes. Mais ni lui, ni Vladimir Poutine ne souhaitent avoir des pays ou des instances comme la Commission européenne qui sont de plus en plus bellicistes, en tout cas dans leur discours, ne souhaitent les avoir à la table des négociations de paix. Donc je ne vois pas tellement, à part passer les cafés et les petits fours, ce qui viendrait y faire. Les choses sont allées très vite depuis quelques semaines. Vous l'avez constaté d'ailleurs, Stanislas Tarnowski, vous l'écrivez dans Omerta. Désormais, entre Washington et Moscou, les plans de paix sont encore inconciliables, mais la paix n'est plus un tabou. C'est la grande avancée en quelques semaines. Vous l'avez vu venir entre votre numéro sur l'Empire contre-attaque de Donald Trump et ce dernier. En quelques mois, les choses ont évolué très vite. Oui, les choses ont évolué très vite. En plus de ça, donc le magazine hors série La guerre sans fin est en kiosque depuis une semaine, c'est-à-dire que nous avons bouclé il y a maintenant 3 semaines, avant en fait le déclenchement de cette séquence accélérée de processus de paix. Mais effectivement, de toute façon, on voyait venir ce processus. C'est pas exactement une surprise puisque Trump l'avait annoncé et l'avait martelé durant sa campagne. Alors évidemment, on n'est pas sur un règlement en 24 heures comme il s'en vantait à l'époque, mais par rapport à un rythme diplomatique, on est quand même sur un rythme extrêmement rapide. C'est visiblement la technique de Trump depuis qu'il est en fonction, quel que soit le sujet d'ailleurs, que ce soit la lutte contre l'État profond, le dégraissage de l'État, le Moyen-Orient ou l'Ukraine, c'est d'aller extrêmement vite, de bousculer ses adversaires, de sortir 10 idées à la minute. De sidérer les médias et l'opinion, et voilà. Surtout ses adversaires.
Clairement, le temps que ses adversaires réagissent à une proposition, il est déjà passé à la suivante. Et donc, ça avance très vite. Ça avance très vite. Effectivement, on l'avait vu venir dans le numéro. À l'époque où donc on a mis sous presse, les positions des uns et des autres étaient inconciliables. On ne concevait même pas, au moment où on a mis sous presse, officiellement en tout cas, que Russie et États-Unis puissent rétablir leurs relations diplomatiques. Donc voilà, on voit que ça va très vite. C'est en un mois, Moscou et Washington ont rétabli leurs relations diplomatiques, se sont mis d'accord sur le principe de négocier cette paix, ont commencé à avancer, ils ont commencé à poser des jalons. Alors la route sera certainement longue, mais elle existe, contrairement à ce que semble souhaiter ou regretter un certain nombre de dirigeants européens. Alors depuis le début du conflit, en tout cas depuis le début d'Omerta, votre média apporte un regard principalement de terrain sur un conflit qui est complexe à bien des égards. Le narratif occidental s'est fracassé sur la réalité du terrain. Écrivez-vous. À qui la faute, selon vous, Stanislas Tarnowski ? Au réel, pour commencer. Le narratif, on a un papier qui est très intéressant justement sur cette question du narratif dans le hors-série. On se rend compte que les Occidentaux semblent avoir en tout cas comme but de guerre des buts essentiellement de communication. Des buts communicationnels, il faut parler, il faut occuper le terrain médiatique, il faut convaincre par un discours. Et invariablement, alors on ne va pas être cruel, on ne va pas citer nos concurrents de LCI et leurs généraux de plateau qui se sont trompés avec une constance absolument remarquable. Mais malgré tout, voilà, le réel finit toujours par reprendre ses droits. On essaye de contribuer à cette émergence du réel dans le débat public, puisque Omerta s'appuie, vous l'avez dit, sur le reportage de terrain. On est allé 7 fois, 8 fois sur le terrain depuis le début de la guerre, en Ukraine. On s'appuie également sur des experts tout à fait sérieux et je dirais dépassionnés, ce qui n'est pas toujours le cas des experts de plateau. Ce numéro hors série a été réalisé en collaboration avec le CF2R, donc le Centre français de recherche sur le renseignement. Ce sont d'anciens officiers de renseignement, enfin voilà, des gens un petit peu capés, si vous voulez, des géopolitologues, des spécialistes des armements, qui nous apportent un éclairage, pour le coup, vraiment factuel sur les enjeux de ce conflit. Et donc les deux se complètent très bien, si vous voulez, puisque pour comprendre le réel, il faut à la fois avoir les pieds dans la gadoue et quand même savoir avoir un regard qui porte un petit peu haut. Alors, vous le soulignez, Stanislas Tarnowski, dans vos colonnes. D'un point de vue médiatique, cette guerre a vu aussi le retour de la propagande de guerre, peut-être davantage que les conflits précédents où la passion que vous décrivez a été omniprésente. Donc, qui dit propagande de guerre dit propagandiste de guerre. Vous en listez un certain nombre, majorité plutôt qui penche pour Kiev, mais quelques-uns pour la Russie. Pourquoi avoir voulu comme ça les lister là ? Alors c'était un exercice un petit peu léger. On aurait pu faire une liste beaucoup plus longue. Il nous semblait intéressant de mettre des visages sur ces concepts de propagande de guerre, des visages et des faits naturellement, puisque avec chaque personnage, on a une petite biographie et une ou deux citations amusantes. La question que vous posiez, pourquoi est-ce qu'il y en a en majorité des propagandistes pro-Ukraine ? Pour une raison très simple, en fait, c'est que ces propagandes de guerre, en fait, fonctionnent en cercle quasiment fermé, c'est-à-dire qu'en Occident, on a une propagande de guerre pro-Ukraine vraiment à fond. Vous vous souvenez qu'on a fermé les chaînes de télévision RT et Sputnik, donc qui étaient des chaînes de télévision publiques russes. On ferme régulièrement des canaux Telegram, on bannit des chaînes YouTube, des influenceurs qui sont considérés comme avoir un discours trop pro-russe. On peut remarquer un phénomène assez symétrique en fait du côté de la Russie, où la propagande occidentale en fait finalement pénètre assez peu. Donc voilà, la propagande fonctionne un petit peu en circuit fermé pour convaincre plus ses opinions publiques que d'essayer de démoraliser l'adversaire ou de convaincre l'adversaire. La situation aurait-elle été différente fondamentalement si RT Sputnik avait continué, s'il n'y avait pas autant de généraux de plateau sur LCI ?
Fondamentalement, non. Malgré tout, il me semble important dans un pays dit démocratique, dans un pays qui affirme respecter la liberté d'expression et le débat public, que justement ce débat puisse s'installer. Et le débat, c'est avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Donc, même si on peut tout à fait et à bon droit critiquer l'invasion russe, critiquer les positions russes, critiquer la propagande de guerre russe, parce qu'elle existe, il y a évidemment des opérations d'influence, il y a évidemment un discours de Moscou qui passe, alors de manière un peu plus limitée, mais qui passe quand même en Occident. Mais malgré tout, il faut entendre ce discours et y répondre éventuellement par des arguments, plutôt que par la censure. Alors, ce conflit a eu aussi un impact considérable sur l'Europe, sa situation dans le monde. Les conséquences sont criantes, elles sont évidentes évidemment pour ceux qui suivent Choc du Monde. Peut-être pas par tous. La guerre en Ukraine a chamboulé l'ordre mondial, vous le décrivez dans Omerta. L'Europe, pour vous, Stanislas Tarnowski, est devenue une périphérie du monde, peut-être davantage aussi en quelques années. C'est un phénomène très frappant, oui, en effet. L'Europe est une périphérie du monde. Alors, elle l'est de plus en plus d'un point de vue économique avec la crise qui la frappe. Elle l'est d'un point de vue démographique, ce qui a évidemment une incidence majeure sur sa puissance à long terme. D'un point de vue géopolitique, on voit voilà, que maintenant les États-Unis passent par-dessus l'Europe allègrement pour discuter directement avec Moscou. Pourquoi discute-t-il avec Moscou? Parce que pour Washington, le principal danger, c'est Pékin. Et le but, en fait, ultime de ces négociations de paix, c'est peut-être, alors Donald Trump rêve de détacher Moscou de Pékin, mais au moins de distendre ces liens, de les rééquilibrer. On voit que dans ces rapports de force, dans ce basculement de la zone atlantique à la zone pacifique, l'Europe a un rôle de plus en plus périphérique. Si on prend le cas de chaque pays individuellement, alors parlons de la France, qui est sans doute celui que je connais le mieux en Europe, on a vu la dégringolade spectaculaire de l'influence française en Afrique, qui, à mon sens, est très révélatrice de cette perte voilà, d'influence et de pouvoir européenne. Et malheureusement, nos dirigeants, qu'ils soient nationaux ou européens, semblent absolument tout faire pour continuer. Enfin, ils ont commencé la sortie de route, mais voilà, ils ont décidé de continuer la sortie de route et d'aller droit dans le mur. Alors, vous allez jusqu'à poser la question de la survie de l'Union européenne à l'horizon 2030. 2030, c'est demain. Oui, alors 2030, c'est demain. En même temps, il peut encore se passer bien des choses d'ici là. L'Union européenne est économiquement malade, elle s'enfonce dans la crise, elle est gangrénée par une surrégulation des contrôles absolument, des contrôles et des normes absolument monstrueux qui plombent l'économie, qui plombent l'initiative. Enfin voilà, d'un point de vue économique, c'est catastrophique. D'un point de vue géopolitique, on l'a déjà évoqué, bon, actuellement l'Europe est plus au menu qu'à la table des négociations. D'un point de vue politique, on sent que nos dirigeants européens ne sont pas en phase avec le mouvement du monde. Comment est-ce que cette Europe va pouvoir tenir? Elle tient beaucoup par l'économie. L'économie est en train de se casser la figure totalement. Il est tout à fait possible, ne serait-ce que sur ce plan, voilà, que ma foi, que l'économie européenne s'effondre et qu'elle entraîne avec elle la construction européenne telle que nous la connaissons actuellement. Le continent européen en tant que tel, évidemment, ne va pas couler, mais on sent quand même que ces structures sont à bout de souffle. Il y a des cycles d'environ 70-80 ans pour ce gros type de structure. Voilà, on arrive au bout d'un cycle, il va falloir passer à autre chose. Au bout d'un cycle, il va falloir passer à autre chose. L'Europe est au menu, plus qu'à la table des négociations. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Stanislas Tarnowski, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du magazine Omerta et que vous venez de publier le numéro La guerre sans fin. Merci beaucoup, Stanislas Tarnowski. Merci, Édouard Chano. Et puis surtout, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde, le magazine de crise de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cet épisode. Merci à tous.